Parfait. Ben, je vais me présenter également. Je m'appelle Nicolas. Je remercie Alice pour m'avoir proposé à Anne-Gaëlle. Donc, merci Anne-Gaëlle pour cette petite présentation. À la base, je suis ingénieur. J'ai travaillé 10 ans dans l'aéronautique. Et puis, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, alors pour la casquette qui nous concerne ici, je fais de la stratégie d'entreprise et de la gouvernance, et notamment basée sur un concept qui s'appelle le biomimétisme. Ma spécialité, la présentation que je vais vous faire, c'est une toute petite partie de ce que je propose dans les entreprises, dans ce qu'on va appeler un peu grossièrement le biomimétisme. Je peux peut-être en faire une légère introduction. Le biomimétisme, bio, c'est le vivant, et mimétisme, ça veut dire qu'on copie, on imite. Donc on fait du biomimétisme sur les oiseaux quand on a voulu construire des avions. Aujourd'hui, du biomimétisme, il y en a absolument partout. On tisse des fils pour les opérations chirurgicales, donc du fil de suture, qui imite le fil des toiles d'araignée, par exemple. Donc le biomimétisme, il y en a absolument partout. Et moi, celui que je propose, c'est le biomimétisme en entreprise. Et c'est ce que je vais essayer de, on va dire, avec humilité, vous présenter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc il y aura 3 grandes parties. Il y aura une première partie qui sera très courte, qui va montrer mais c'est quoi une entreprise actuellement. La plupart des entreprises, que vous soyez votre propre employé ou que vous ayez 100 000 employés, puisque parmi les entreprises avec lesquelles je travaille, il y a notamment des multinationales, Accenture pour ne pas la citer, j'ai bossé avec Airbus, etc. Donc peu importe que vous soyez un ou que vous soyez 100 000, ce sera 100 000 personnes qui, elles, fonctionnent de la même manière. La deuxième partie, donc, c'est aussi une brève introduction sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en biomimétisme, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est saine et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est malade. Parce que dans le biomimétisme, si on est composé d'êtres vivants, les êtres vivants peuvent être malades ou peuvent être en bonne santé. Et c'est quoi une entreprise en bonne santé? C'est quoi une entreprise malade? Et à la fin, comme Anne-Gaëlle m'avait dit qu'il y avait quand même pas mal de dirigeants, en tout cas de personnes qui étaient à leur propre compte, j'ai focalisé uniquement, j'ai fait quelques planches uniquement sur mais c'est quoi être un dirigeant d'entreprise dans une entreprise biomimétique? C'est bon pour vous? C'est bon. Ouais, super. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les noter au fur et à mesure. Et après, on se prendra 40 minutes de questions-réponses. Donc, la première étape, c'est quoi une entreprise classique? Alors, une entreprise classique, c'est très simple, c'est les objectifs. On doit atteindre quoi? Quel pourcentage on doit atteindre? Combien de ventes on doit faire? Combien d'appartements on doit vendre? Quel budget on doit arriver? Donc, on est dans un monde du quantitatif. Et l'état d'esprit du quantitatif, c'est simple, c'est si on a dit en début d'année qu'il fallait faire plus 10% cette année, soit on les atteint, soit on ne les atteint pas. Donc, qu'on le veuille ou non, dans un monde d'objectifs, on est dans perdre ou gagner, réussir ou échouer. C'est la dynamique qui emporte les entreprises dites classiques basées sur la quantitativité et le quantitatif et les objectifs. Donc les enjeux là-dedans, pour la plupart des entreprises, et c'est d'ailleurs énormément le cas en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de sens, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de joie, on est dans de la méfiance, voire de la défiance, et puis on entraîne du stress, de l'anxiété, de la dépression, et pourquoi pas du burn-in et du burn-out. Ça génère beaucoup de choses. Ça génère de l'exploitation. Je l'ai mis en tout petit, mais on est dans des sociétés brutales et violentes parce que si tu n'as pas réussi, tu as échoué. Et si tu as échoué, tu es un maillon faible, donc tu dégages. C'est un peu la dynamique. Donc j'ai mis des petits mots comme corruption, mais c'est de fait parce que quand il y a un cabinet d'experts qui vient justement expertiser et puis que derrière on a échoué et qu'on veut quand même avoir gagné, on peut soudoyer. Donc on rentre dans un monde qui a des conséquences que vous connaissez, j'imagine toutes. Bon, l'enjeu majeur quand même, pour la plupart des dirigeants et des employés, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est le biomimétisme, donc c'est le travail vivant. Donc l'objectif, c'est de toujours partir du vivant. Pas des structures. Les structures, elles sont gérées par des gens qui sont vivants. On peut parler d'un système économique, mais c'est des gens qui gèrent ce système économique. L'enjeu majeur là-dedans, c'est la perte de sens. C'est-à-dire, quand on sait combien on doit faire,
Très souvent, on ne se demande pas pourquoi. Mhm. Alors, je donne quelques chiffres, je vais aller très très vite, mais juste pour que si vous êtes votre propre patron, il faut comprendre que par exemple, un coût moyen d'un arrêt de travail, en coût direct et indirect, c'est 15 000 euros par an. Et si vous êtes patron d'une entreprise et que vous avez plusieurs salariés, il y a un chiffre qui doit vous faire tilt, c'est le premier, c'est que la mauvaise qualité de l'organisation du travail, c'est-à-dire imaginez que tout le monde soit en pleine santé, il n'y ait jamais d'arrêt de travail, eh bien, juste la mauvaise organisation, c'est 13 500 euros par an et par salarié. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous êtes votre propre employé, être mal organisé, c'est que déjà vous vous asseyez sur 13 000 euros par an. Alors je sais que ça ne fait pas rire, mais ce n'est pas une fatalité non plus. Une chose qui se passe souvent dans... Là, on reste dans l'introduction, mais je vous le fais vite. Donc, quand on est dans un monde d'objectifs, on est dans un monde du quoi. C'est-à-dire, on fait quoi? Ça, en général, derrière, on va dire, on sait ce qu'on doit faire. On doit vendre des yaourts, on doit vendre des immeubles, on doit avoir tant de clients dans un cabinet d'avocats. Et en général, derrière, on dit, mais comment on fait? C'est-à-dire qu'on trouve des stratégies, des moyens. En général, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on trouve des obstacles, on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on souhaitait. On doit prendre des décisions, ce qu'on appelle une étude de risque, et à la fin, on trouve des solutions. Et il n'y a qu'une seule chose qui compte à la fin, c'est est-ce que j'ai réussi? C'est-à-dire que mes solutions et mes résultats correspondent à mes objectifs. Donc là, on reste dans une approche très linéaire et c'est hyper compliqué de pouvoir trouver du sens parce qu'il manque des étapes. Alors, il manque quoi comme étape? La première, c'est comme je vous dis, c'est le sens. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est un seul moment demandé pourquoi? Si vous demandez à Danone pourquoi elle fait des yaourts, Danone sait pourquoi. Par contre, le patron de Danone, lui, si demain il doit faire de l'argent en vendant des Playmobil, il vendra des Playmobil. C'est-à-dire qu'il changera juste le quoi. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? C'est quoi l'enthousiasme et le sens qu'on donne? Deuxièmement, on oublie toujours avec qui. C'est-à-dire qu'en général, dans RH, c'est ressources humaines. C'est-à-dire que c'est des ressources comme le pétrole, le papier. On travaille avec des humains. C'est-à-dire que c'est plutôt les relations humaines, les RH. Donc c'est très important de mettre la bonne personne au bon poste. Et donc ensuite, on déroule. On déroule les objectifs, les moyens, les obstacles, la prise de décision, les solutions, les évaluations, et il manque encore des étapes. La première des étapes, c'est que l'on ait réussi ou non, on l'a fait ensemble. Donc que vous soyez votre propre patron ou que vous soyez à plusieurs, il y a toujours une étape de célébration. Elle est hyper importante, notamment dans la gouvernance partagée. Et puis parce que j'aime bien prendre le biomimétisme, c'est-à-dire le rythme et les saisons, si toute cette période de pourquoi, avec qui, quoi, correspond à un lancement de projet, c'est-à-dire à un printemps d'un projet, il va y avoir à la fin la solution et la célébration qui va être l'été, et parce qu'on goûte le fruit en fait de notre action. Puis il va y avoir une phase où, par exemple, pour les arbres, les feuilles tombent. C'est la phase automnale. C'est ce qu'on va appeler le retour d'expérience. Les feuilles vont tomber, vont venir nourrir l'humus de l'arbre. Et donc ce retour d'expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qui a réussi? Qu'est-ce qu'on a fait et qui n'a pas réussi? Pourquoi? C'est-à-dire se poser ensemble, revenir un petit peu, recréer le groupe pour ensuite générer une phase hivernale, plutôt de repos, de régénération, prendre un temps entre cette phase où ok, j'ai pris ce retour d'expérience et je prends l'énergie pour ensuite retourner vers, vers un nouveau projet, une nouvelle dynamique. Et ça génère de la cohérence, de l'énergie, ça apprend à gérer les rythmes, parce que mes rythmes à moi ne sont peut-être pas vos rythmes à vous. Et puis, quand il fait 20 degrés dehors ou 25 degrés dehors en plein mois de juillet et que le soleil se couche à 22 heures, je n'ai pas la même énergie qu'en plein mois de février, quand il fait 5 degrés dehors et que le soleil se couche à 18 heures. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que si nous avons des rythmes, l'entreprise que l'on constitue a elle aussi des rythmes. Il faut comprendre le rythme des clients, il faut comprendre le rythme du marché, et tout ça, ça se comprend. Okay, moi, je trouve aberrant qu'en fin d'année, alors qu'on n'a pas d'énergie, c'est là qu'on fasse les bilans comptables. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Okay, donc ça, c'est assez intéressant. Et nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser dans le biomimétisme, donc
Moi, j'interviens sur chacun de ces petits cercles. Okay, et à chaque fois, il y a des outils. Mais là, puisqu'on fait le biomimétisme, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment on gère les gens à l'intérieur d'une entreprise. Alors, dans la nature, c'est assez simple. Okay, je sais qu'il y a 4 saisons, mais moi, je suis formé en médecine traditionnelle chinoise, plutôt en Qigong, et on introduit une autre saison qui s'appelle une intersaison, c'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'hiver au printemps comme ça. Okay, les températures changent progressivement, et c'est cette partie-là. Donc, vous pouvez retrouver facilement le semis ou le repiquage, et puis la graine qui germe, okay, qui va trouver des fleurs. On va apprécier la maturité, puis les feuilles tombent, et c'est un cycle qui se recommence. Eh bien, sachez que si on trouve ça au niveau macro ici, au niveau de la nature, en médecine traditionnelle chinoise notamment, mais c'est vrai également puisque je suis également naturopathe et j'ai donné des cours de physiologie à des médecins, notamment au Québec, c'était assez intéressant. Physiologie énergétique. Donc, on retrouve ça exactement chez l'homme. C'est-à-dire que chez l'homme, également, il y a des organes. Alors, pour les naturopathes, des émonctoires. On va retrouver des organes. Et donc, si une entreprise est composée d'hommes, eh bien, on va se rendre compte qu'une entreprise respecte, et c'est ça qu'on va appeler le biomimétisme, respecte ces dynamiques-là. Il va y avoir des organes. D'ailleurs, même dans des grandes entreprises, quand je travaillais chez Abus, on appelait ça des cellules ensuite. Donc, il y avait l'entité, puis il y avait des gros organes. Puis dans ces gros organes, il y avait des petites cellules qui travaillaient. Donc, en fait, c'est le même jargon, c'est les mêmes champs lexicaux qu'on va utiliser. Et donc, cette entreprise qui se trouve au milieu dans ce qu'on appelle le côté méso, eh bien, est composée d'humains dans la nature. Alors, la nature au sens large, mais aussi dans le cadre de son environnement de travail. Donc, si vous êtes agent immobilier, donc il va y avoir toutes les entreprises de l'immobilier, il va y avoir les interactions avec les banques, c'est-à-dire il va y avoir des interactions de façon plus générale. Je continue, hein, si vous avez besoin de noter, et puis j'ai bientôt terminé. Donc, on va s'intéresser juste à cela. Il y a 5 organes principaux dans une entreprise qui doivent être respectés. On a le droit d'être amputé de la rate ou on nous enlève la vésicule biliaire, si vous voulez, mais en tout cas, une entreprise, elle a la nécessité de pouvoir correspondre à 5 grands organes. La direction, qui correspond au sens à la gouvernance, c'est-à-dire le gouvernail. On donne dans la direction, le capitaine il donne le cap. On va retrouver les RH, donc la relation aux humains, donc c'est tout le management. Si on a un peu de temps, on verra la différence entre la direction et le management, c'est un gros problème dans les entreprises. Il y a tout le pôle qui est en interaction avec l'extérieur, donc c'est la finance, les entrées d'argent, c'est les protections, par exemple, si vous avez un système web, ça va être votre antivirus. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la sécurité et les échanges. Il va y avoir la phase de production, R&D, stratégie, tout ce qui est marketing, mais globalement la production, la fabrication. Si vous êtes dans un rapport de service, qui semble être votre cas, donc c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en termes de marketing et de prod par rapport à l'interne de votre production. Donc, ça peut être des services également, mais si vous vendez des appartements, ici, vous allez voir que ensuite, c'est pas tout d'avoir des appartements et d'avoir fait rentrer des appartements, encore faut-il les vendre. Et donc, il y a toute la part extérieure, toute la part commerciale qui correspond à l'opérationnel, c'est-à-dire c'est bien d'avoir un produit, mais encore faut-il le vendre. Même si vous avez le meilleur produit du monde, si personne ne l'achète ou si vous n'intéressez personne, ou si vous trompez de cible, ça ne sert à rien. Ce qui va se passer, c'est que tout ce joli monde s'entretient. Alors, je vais vous montrer comment avoir une organisation saine. Vous pouvez retenir cela. C'est quoi avoir une organisation saine? Eh bien, une organisation saine, elle est gérée par 2 choses. Elle doit être à la fois fluide et robuste, souple et robuste. Donc, pour être souple, il faut comprendre que chaque organe s'auto-entretient. La direction, son rôle, ça va être de donner du sens et de la stratégie aux RH, qui vont faire des recrutements, qui vont augmenter la masse salariale, qui doivent se connaître en droit du travail et en droit social, ce qui va pouvoir permettre de pouvoir gérer
les flux d'argent, où est-ce que je dois investir, et notamment dans ce que je dois produire. Donc, je dois pouvoir fournir aux achats. Les achats fournissent de l'argent pour pouvoir assurer ou la sécurité ou le financement de tel ou tel projet. Et une fois que j'ai produit, moi, je dois pouvoir donner des axes de campagne, des axes stratégiques. Là, on aurait par exemple entre le bleu et le vert ce qu'on appelle un technico-commercial, un technico-commercial qui sait à la fois, qui connaît son produit, mais qui sait aussi le vendre. Et derrière, le commercial, lui, va vendre son produit et il fait remonter notamment les ventes, mais aussi tout ce qui est le concret du terrain. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à vendre, pourquoi ? Le concurrent, il a le même produit, mais moins cher. Le concurrent s'est orienté sur notre niche. Tiens, il y a un nouveau produit qui vient d'arriver. Donc tout ça, ça vient à nouveau nourrir la direction qui choisit de garder un cap, de changer de cap en fonction des idées du terrain. Et il y a une deuxième chose qui doit être très très importante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle d'engendrement, c'est-à-dire que chaque organe se nourrit. Les RH, ils ne vont pas voir directement le commercial comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Okay. Je vais vous montrer comment les petits défauts dans une entreprise malade. Et il y a un deuxième, donc ce n'est pas un cycle d'engendrement, mais ce qu'on va appeler un cycle de contrôle, où la direction aura droit de regard sur les finances, où la finance est en droit de demander combien, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des notes de déplacement, des frais de déplacement, okay. Et gardienne de savoir que son argent n'est pas dilapidé. Les commerciaux, ils sont gardiens de l'image de l'entreprise, c'est hyper important en général. Rarement une entreprise, un client va voir les RH. Quand un client vient vous voir, il voit le commercial. Okay, donc votre commercial, comment il est gardien de l'image et des ventes. Derrière, les RH, eux, leur boulot, c'est de contrôler que les gens qu'ils ont recrutés fassent bien leur taf. C'est normal, c'est pour ça qu'on les a recrutés, c'est pour ça qu'il y a des entretiens d'embauche. Donc, ils sont censés contrôler les gens qui produisent. Et dernière étape, et non des moindres, et c'est pour ça que celle-ci pose beaucoup de problèmes dans les entreprises, notamment où il y a de l'ego, c'est que les gens qui travaillent dans cette entreprise et qui produisent sont censés contrôler la direction. C'est-à-dire, moi, on m'a recruté parce qu'on m'a vendu quelque chose, mais je me rends compte que la boîte, elle va dans un autre endroit. Vous m'avez vendu Dieu vend quoi. Okay, ça arrive très, très souvent. Okay. C'est-à-dire que ce que l'entreprise présente comme image, ce n'est pas ensuite celle qui est mise en application à l'intérieur. Alors, je vais vite fait, mais sachez qu'il y a plein de raisons pour lesquelles l'entreprise est malade, je vais vous le dire. C'est que autant c'est normal qu'il y ait du contrôle, mais parfois, c'est extrêmement appuyé. Je vais vous donner juste cet exemple-là. C'est-à-dire quand, par exemple, la direction décide non seulement du sens, mais du montant. Elle met de la pression de coût en disant OK, il faut qu'on soit rentable, il faut qu'on faut qu'on augmente la productivité. C'est pas son taf. Okay, et donc ça, c'est un gros problème dans les entreprises. C'est ce qu'on va appeler, au lieu d'un cycle de contrôle, on va appeler ça de la domination. Il y a aussi une chose ça, c'est quand ça va bien. Et puis, il y a des fois ce qu'on appelle le cycle de rébellion. C'est-à-dire que, par exemple, normalement, c'est le commercial qui remonte à la direction ce qui se passe sur le terrain. Et puis, la direction, des fois, ne veut pas entendre. Okay, c'est ce qu'on appelle de l'autisme. Okay, donc, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des entreprises où, entre certains organes, ça ne circule pas. C'est-à-dire que le patron ne veut pas entendre ce qui se passe sur le terrain. Je pense par exemple à Kodak, qui était leader mondial de la photo dans les années 90. Et quand les commerciaux remontaient en disant « Attention, ce serait pas mal de passer au digital », la direction qui était leader mondial, donc qui pensait avoir ça, Digital Eternam, a dégringolé dès que le digital est arrivé. Okay, donc ça, par exemple, c'est un exemple d'autisme. Et vous pouvez vous rendre compte qu'une bonne partie des entreprises qui étaient cotées en bourse et en première place dans les années 90 ont totalement disparu. Si je vous dis Kodak, pour ceux qui n'ont même pas 20 ans, ça n'existe pas, quoi. Et il y a ce qu'on va appeler un cycle de révolte. Je peux vous en donner un exemple très concret. Donc, le cycle de contrôle, c'est l'inverse. Par exemple, c'est le bleu qui va voir le rouge. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans
dans un restaurant. Désolé pour la qualité, elle n'est pas bonne cette planche. Je suis allé auditer, c'est un grand mot, mais c'était un peu le cas. Une entreprise, un gars qui a 3 restaurants sur Toulouse. Et notamment, il y avait des problèmes en termes de provisionnement après 22 ou 23 heures sur certains restaurants. Et on en est, bon, on a bien discuté, on en est arrivé à ça, et je lui ai dit, bon, comment tu vas voir tes cuistots? C'est quoi l'interaction entre tes cuistots? Parce que là, les cuistots, ils sont là, ok? Elle me dit, bah, moi, tous les matins, entre 9 h et 11 h, en fonction de mes rendez-vous, je vais voir mon cuistot, et puis on échange tous les deux. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que c'est lui qui venait voir le cuistot. Ça marche pas du tout. Et d'ailleurs, quand on allait auditer le cuistot, il a accepté d'être tout à fait authentique et transparent. Il a dit, non, mais moi, ça me dérange. Parce qu'il faut que je sois prêt à 11 h 30 à envoyer tous les plats. Et là, j'ai un patron qui débarque entre 9 h et 11 h. Je ne sais même pas souvent quand. Euh, et il me prend de court, et puis j'ai la pression, donc je ne peux pas faire bien mon boulot. C'est pas agréable, quoi. Et donc, on voit bien que, non, c'est au patron à s'adapter pour que quand le cuistot a fini son service, c'est lui qui vienne le voir. Ok, donc, vous voyez, ça paraît tout à fait anodin, mais ça change tout. D'ailleurs, ça a tout changé chez eux parce que ils ont dû refaire les cartes. Enfin bref, maintenant, ça cartonne bien. Ça s'appelle la Tantina des Burgos. Si vous ne connaissez pas, c'est à Toulouse. C'est délicieux. Et ensuite, je me termine avec quelques planches, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes dirigeant de votre entreprise. Je vais vous montrer les rôles clés d'un dirigeant. Vous n'êtes pas obligé de tout connaître, mais vous êtes obligé de connaître au moins 6 grands thèmes. Donc le premier, c'est que votre rôle principal, c'est de donner du sens. C'est de donner du sens, d'avoir des valeurs. Les valeurs, je les ai un peu vite passées. Enfin, je n'en ai pas parlé. Mais une entreprise qui n'a pas de valeur, je vous donne un exemple. Vous êtes chez Bouygues ou chez SFR ou chez Orange, et vous avez un forfait à 15 euros. Vous êtes chez SFR, par exemple. Demain, on vous dit chez Orange, le même forfait, il est à 8 euros. Vous changez d'opérateur. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a rien d'autre comme valeur que le prix, que le quantitatif. Okay, si vous saviez pourquoi vous mettiez votre argent, peut-être que ça ferait changer la donne. Donc la direction, elle doit donner la direction. Okay, le capitaine doit donner le cap. S'il n'en a pas, l'entreprise, elle sera toujours déboutée par rapport à une entreprise qui fait moins cher. Ce n'est pas le but du jeu et ce n'est pas le but du travail vivant. Le deuxième, c'est que la direction doit contrôler ses finances en accord avec son pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne met pas l'argent n'importe où. Peu importe la stratégie, c'est les RH qui les fixent. Mais quelle que soit la stratégie, l'investissement doit nourrir le pourquoi. Et le directeur doit s'en assurer. Il ne doit pas faire pression, mais il doit s'en assurer, il doit contrôler ça. Il doit être à l'écoute de ses employés. Et ça, c'est le plus dur, notamment quand on est son propre patron, mais pour tous les patrons, la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est l'employé qui, en fonction de ce qu'il sait faire, puisqu'on est dans la production, doit pouvoir influer sur la direction et lui dire « Hé, j'ai commencé à faire un travail pour telle raison, je continue à le faire pour telle raison. Est-ce que c'est toujours valable ?» Et c'est ce qu'on appelle une remise en cause. On est capable d'en discuter, mais la direction ne doit pas rester hermétique. Okay, c'est comme si un président de la République n'entendait pas, par exemple, 60 millions de personnes qui parlent dans les rues. Okay, alors qu'il a été, il a été élu, c'est le principe même d'une entreprise. Évidemment, dernière chose, dans ce cycle d'engendrement, eh bien, il doit aussi être ouvert à ce qui se passe sur le terrain. Que sinon, c'est les 3 singes, il n'entend rien, il ne dit rien. C'est très compliqué de faire avancer un bateau à vue. Il doit être attentif également. Alors, ce qu'il ne doit pas faire, alors là, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il doit faire attention aux révoltes des RH. Il doit ne pas être autiste et ne pas forcer les commerciaux. Il ne doit pas faire pression sur les finances. Il ne doit pas se laisser emballer par la dominante technique aussi. Parce que peut-être qu'il a plus de valeur que des gens qui, eux, sont purement dans la technique
et qui, si on les laissait diriger l'entreprise, ne verraient pas non plus, eux, plus loin que le bout de leur nez. Et donc, pour terminer, quelles sont les qualités que doit avoir un dirigeant? Eh bien, un dirigeant, de façon équilibrée, il doit avoir des valeurs, il doit avoir de la qualité en tant que personne, il doit avoir une vision, et il doit être, quand je dis modèle d'affaires efficace, c'est-à-dire qu'il doit être, c'est le garant de l'histoire de l'entreprise. Ça, c'est hyper important. Si vous ne savez pas d'où vous venez, ça va être compliqué de savoir où vous allez. Quand il y a un problème en excès, en général, on peut s'en rendre compte par des politiques d'autoritarisme. C'est toujours du court-termisme. C'est OK, on fait tout dans l'urgence. On change de cap en fonction des opportunités. Ça, ce n'est pas du tout le rôle du dirigeant. C'est peut-être le rôle des RH, ce n'est pas le rôle du dirigeant. Et puis très souvent, folie des grandeurs, excès. Alors qu'en vide, à l'inverse, on n'a pas l'impression que l'entreprise est gouvernée. On ne sait pas où on va, il n'y a pas de vision. Très souvent, c'est le désordre, okay, c'est la pagaille entre les services. Et puis, parce que personne ne sait où il va, okay, on n'a pas de vision et de direction commune. Et en général, du coup, il n'y a pas d'organisation. Voilà pour ça. Est-ce que vous m'accordez 1 minute de plus? Oui. Ok, c'est la différence entre le leadership et le management. Voilà, c'est ça. Ouais, okay. Ça, c'est très important, c'est-à-dire ne pas confondre le leadership, le leader, ok, et le management. Alors, comment on le sait? Alors, je l'ai écrit, mais en gros, le leadership, c'est quelqu'un qui a tellement d'enthousiasme et de charisme et d'énergie pour embarquer des personnes et les faire évoluer. Ok, on va vers là, et elle embarque les gens. Le manager, c'est celui qui dit, bon, comment on va y aller? Est-ce qu'on y va en bateau, en bus, en patin à roulettes, ok. Donc, il faut bien comprendre que le leader embarque les gens, il les rameute par exemple sur une place, et le manager, il dit, bon, on va prendre 30 bus pour aller à tel endroit. Okay. Je tiens bien à préciser une seule chose, c'est que si les gens savent où ils doivent aller et comment ils doivent y aller, ils n'ont ni besoin de leader, ni besoin de manager. Ça, c'est toujours bon à se rappeler, ok? Quand les gens savent où ils doivent aller et comment ils doivent y aller, ils n'ont pas besoin de vous. Et une entreprise saine, une entreprise autonome, c'est que la direction est tellement claire qu'on n'a pas besoin de leader. C'est tellement clair dans l'organisation qu'on n'a pas besoin de manager. Et donc, c'est quoi la différence? C'est que le dirigeant, il donne le sens, il incarne les valeurs. Il incarne les valeurs. Ok. Ça veut dire que on peut le prendre comme exemple. Il y a des notions d'exemplarité en tant que leader. Et il répond à la question pourquoi. Alors que le manager, lui, il a compris le sens, il distribue les rôles, il donne les commandements, et il répond à la question comment on fait. Il va donner des moyens de stratégie. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai essayé de faire au plus vite.